Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées pour cette fameuse FAQ, foire aux questions des 100 000 abonnés. Franchement, trop merci de me suivre. J'ai sélectionné quelques questions et j'espère que les réponses vont vous plaire. Ça fait très plaisir, merci beaucoup de me le dire. Je commence par ce commentaire-là qui n'est pas vraiment une question, mais ça me permet d'expliquer comment j'en suis venue à faire des vidéos sur l'éducation. Lors du premier confinement, nous les profs, on avait cette obligation de poursuivre la continuité pédagogique et de garder le lien avec nos élèves, bien évidemment. Et j'ai pensé que la façon la plus simple de m'adresser à des parents de petite section de maternelle, et du coup indirectement à mes élèves, c'était de leur faire une petite vidéo par jour et de leur proposer une activité. Donc au départ, je filmais à la verticale, chez moi, sans montage, pas coiffée. Bon, je suis rarement coiffée. Et ces vidéos ne s'adressaient à la base que à mes élèves et à mes parents d'élèves. Et puis j'ai décidé de les mettre publiques pour que d'autres parents de l'école puissent en profiter. Et comme ça a augmenté de façon exponentielle. Je me suis mise sur Insta, j'ai découvert les shorts, et là, bam, 110 000 abonnés, je crois. Trop bien. Donc merci à vous. Un jour, il y a une dame, une grand-mère qui me suivait, qui m'a dit d'ailleurs que si je penchais mon téléphone, l'image serait plus grande. Merci à elle, c'était trop mignon. Donc je reviens de loin, mes montages sont pas exceptionnels, mais sachez qu'à la base, c'était pas du tout mon truc. Comment j'ai fait pour tant aimer l'école? C'est mignon parce que ça part du principe que vous pensez que j'aime l'école et que j'ai aimé l'école. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce que j'ai fait quand j'étais petite à l'école. Je me souviens à peine de mes profs, je crois que mon premier souvenir il est en CM2. Donc ouais, à creuser de ce côté-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'aime me retrouver dans ma salle de classe. J'ai de la chance d'avoir des belles salles de classe qui sont... Non, même pas. Je me sens bien dans ma salle de classe. Et j'avoue que le réveil qui sonne, c'est très difficile pour moi. Il y a des jours où le métier est dur. Mais quand je suis dans ma salle de classe et que les élèves arrivent le matin et entrent les uns après les autres, je me sens vraiment au bon endroit, je me sens à ma place. Comment faire pour garder notre patience? Alors ce qui est intéressant, c'est de se demander peut-être qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu votre patience à un moment donné. Parce que ça n'arrive pas d'un coup. Généralement, c'est une accumulation de petites choses. Donc la question, ce serait plutôt de repérer ce qui nous fait perdre patience et voir ce qu'on peut mettre en œuvre, ce qu'on peut changer. Moi, c'est vraiment une de mes philosophies de vie. S'il y a un truc qui ne va pas, si on continue à faire la même chose, ça n'ira toujours pas. Si on veut qu'un résultat change, mais quel que soit le domaine, il faut arrêter de faire tout le temps la même chose. Parce que clairement, si on obtient toujours les mêmes résultats lorsqu'on fait tout le temps les mêmes choses, il ne faut pas chercher plus loin. Donc s'il y a des choses qui nous agacent, si on perd patience, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je crois que c'est ça la vraie question. Souvent, quand je perds patience contre moi-même à l'école, c'est que j'ai pas été super au top. C'est-à-dire que j'ai proposé une activité qui n'a pas marché. Donc à moi de me poser la question de savoir comment je pourrais la reproposer différemment. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Donc quand je perds patience, c'est pas tellement la faute de l'autre qui m'énerve, parce que c'est pas l'autre qui m'énerve, c'est moi qui m'énerve dans la situation. Et ça, je pense que c'est hyper important de le préciser. C'est quand on perd patience, c'est pas la faute de l'autre. C'est vraiment sa faute à soi. C'est culpabilisant ça. Et j'entends que c'est hyper culpabilisant ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que les ressources pour ne pas perdre patience, on les a en nous, et c'est pas l'extérieur qui va nous les apporter. Donc parfois, si on perd patience parce que les élèves ne sont plus avec nous, parce que les élèves font autre chose, parce qu'ils ne répondent pas à la tâche, on peut se poser la question de est-ce que j'ai été assez claire dans ce que j'ai demandé? Est-ce que ce que je propose est trop long? Est-ce que c'est pas adapté? Est-ce qu'il faudrait que... Voilà. Donc oui, c'est culpabilisant parce que ça veut dire qu'on est fautif quand on perd patience, mais en même temps, c'est super chouette parce que ça veut dire que la seule personne qui détient vraiment la solution, c'est nous-mêmes aussi. Et donc ça, je trouve ça super positif. Et c'est vrai, parfois, quand on perd patience, on se dit « mais ça, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ça, il devrait le savoir. Mais ça, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et je perds patience. » Ben oui, mais enfin, si tu l'as dit 1000 fois, c'est que tu l'as pas dit une seule fois comme il faudrait. Ensuite, une fois qu'on a perdu patience, et qu'on s'en est rendu compte, et qu'on s'en veut parce qu'on a perdu patience, qu'est-ce qu'on fait? On respire un grand coup. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile, mais mettre de la distance avec ce qui va pas, se rendre compte que c'est pas si grave que ça, même si c'est le boxon dans la classe, même si on est désespéré, à un moment donné, c'est pas si grave. Il n'y a rien qui est si grave. Donc prendre les choses avec légèreté et recul de temps en temps, même si c'est difficile, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc je dirais rajouter un petit peu aussi d'humour dans tout ça, et de dire « Oh les enfants là, je suis en train de perdre patience, là c'est pas possible, il y a des perles partout dans la classe, j'ai de la peinture sur le visage. » Voilà, juste de dire des choses comme ça, les enfants ça les fait rire et puis ça déstresse tout le monde. Le niveau de cortisol retombe et on n'est plus en mode adrénaline. Donc si c'est trop tard et qu'on a perdu patience et qu'on a été trop loin, moi ça m'est arrivé encore la semaine dernière de dire à un de mes élèves « Écoute, je te demande pardon, j'aurais pas dû élever le ton tout à l'heure. J'ai perdu patience. » J'ai été très surprise de « ça ne m'a pas plu, mais je te demande pardon d'avoir parlé comme ça. J'aurais pu te le dire autrement. » Donc voilà, je voulais juste te dire que j'aurais pas dû. Et ben voilà.
Et ben l'enfant il était surpris. Ça lui a fait du bien, moi ça m'a fait du bien. Je dis pas que je reperdrai pas patience avec ce même enfant dans la même situation, mais au moins à un moment donné, j'ai pris mes responsabilités. J'ai été trop loin, j'ai perdu patience, je me suis excusée. Et dernière chose, quand je perds patience aussi, j'ai pas forcément le réflexe, mais je sais que ça aide, il faut demander de l'aide, à vrai dire. Les enfants, ils sont contents de vous aider, surtout quand ils voient que la maîtresse pète un câble. Ils sont là genre, mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là, ça va pas aller, ah, la maîtresse, elle est sur le point de crier, oh, la maîtresse, elle a crié. Oui, bah à ce moment-là, ça c'est fait, tant pis, on est humain, on a crié. S'il te plaît, est-ce que tu peux ramasser les feutres qui sont par terre? Les enfants, j'ai besoin d'aide, là je vais pas m'en sortir, on est en retard pour la récréation. Qui peut m'aider à? Je peux vous assurer que sur les 27, sur les 30, sur les 22, il y en aura toujours un qui sera super content de vous aider et ça fait du bien. Donc on se répartit les tâches. Qui peut m'aider à expliquer à un tel ce qu'il ne comprend pas plutôt que mais c'est pas vrai, je te l'ai répété 12 fois. Vous voyez? Trouver des petits subterfuges comme ça pour dédramatiser et puis pour relâcher un petit peu. Les enfants adorent nous aider. Ils demandent que ça et ils aiment faire plaisir. Alors franchement, il faut en profiter. On ne peut pas avoir en permanence la responsabilité de toute la classe, de tout le monde en même temps. On ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas avoir tout le monde qui travaille à la fois, on ne peut pas avoir tout le monde qui nous écoute. Et donc, quand on perd patience parce que ça ne marche pas, bah déjà, on prend du recul, on se dit non, ça je sais que de toute manière, ils ne vont pas tous m'écouter, je sais que je ne peux pas tout faire. Donc, autant demander à un tel d'aider un tel, à machin s'il peut faire ceci, et puis on délègue. Déléguer, c'est la clé. C'est la clé du succès. C'est la clé pour ne pas péter des câbles en permanence. En plus, du coup, les élèves entre eux vont discuter, vont s'aider, vont apprendre les uns des autres. C'est hyper valorisant d'aider la maîtresse. Moi, quand je remercie un enfant, je lui dis « Ah, t'as passé le balai, merci, ça fait vraiment plaisir. » Il sent le soulagement dans ma voix, il est content de m'avoir aidé. Est-ce que tu peux aider un tel à mettre son tablier, s'il te plaît? Celui qui va l'aider, il sera super content d'avoir aidé aussi. Je crois que nous, les êtres humains, on aime rendre service, on aime participer. Et quand on perd patience, souvent, c'est qu'on oublie que les enfants ne sont pas que des réceptacles qui absorbent des informations, mais qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Et d'une certaine façon, ils vont nous rendre l'appareil, ils vont nous rendre service. Du coup, je m'éloigne un peu de la question, qu'est-ce qu'on fait quand on perd patience? Mais c'est essentiel, cette histoire de climat de classe. Et je pense que quand on perd patience, c'est que le climat de classe, il n'est pas au top, on n'est pas satisfait, il y a un truc qui ne va pas. Et quand tout le monde est occupé dans la classe, quand tout le monde se sent utile, quand tout le monde est à l'ouvrage, c'est des moments que j'adore, c'est des moments où je peux même quitter physiquement ma classe et aller discuter avec quelqu'un dans le couloir. J'entends pas un bruit, les enfants sont au travail, ils n'ont pas besoin de moi. Enfin, j'entends pas un bruit ici, j'entends du bruit. Les enfants discutent, ils sont au travail, ils sont même pas remarqués que j'étais sortie. Et ça, je crois qu'on se l'autorise pas tellement, surtout en début de carrière. On a l'impression qu'il faut qu'on soit partout à la fois. Et c'est là que moi je perds patience, c'est quand je veux être dans le contrôle absolu et je perds patience parce qu'évidemment, je n'ai pas le contrôle. Je peux pas contrôler ce qu'un tel fait sur sa copie pendant que l'autre fait ci, pendant que l'autre fait ça. Il faut apprendre à lâcher et il faut surtout faire confiance aux enfants. Faire confiance en leur capacité d'apprentissage, accepter qu'ils ne seront pas toujours tous attentifs en même temps, et accepter aussi qu'ils vont apprendre des pairs, qu'ils vont apprendre des autres, qu'ils vont apprendre de ce qui les entoure, et que parfois pour apprendre, il faut aussi ne pas écouter. Alors c'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais quand je dis ça, ça veut dire que de temps en temps, notre parole, elle sert à rien, et qu'il faut apprendre à se taire aussi quand on est prof, et que si un élève ne nous écoute pas, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, qu'il est mal poli, ou qu'il veut nous faire comprendre quelque chose, c'est que tout simplement peut-être qu'il est absorbé par autre chose, qu'il est peut-être lui-même en train de découvrir une notion de lui-même. Et à certains moments, en tant qu'instit, il faut arriver à se mettre en arrière parfois, se mettre en recul et laisser la classe bourdonner d'elle-même. Donc pour revenir à la question initiale, quand je perds patience, je fais un pas en arrière, je respire un grand coup et je laisse faire. Sauf si ça part en vrille, mais ça sera sûrement l'objet d'une autre question. Alors, cette histoire de préparation de classe. Je pense qu'en début de carrière, on y a tous passé, on y passe tous beaucoup de temps. Et ça peut paraître un puits sans fond. On a beau préparer nos classes, il y a le lendemain à préparer et la séance d'après, c'est super dur. Avec l'expérience, avec les années, ce qui est génial, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'expérience justement et sur ce qu'on a fait les années précédentes. Mais je pense que si cette personne pose cette question, c'est que probablement son équilibre à elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle aimerait faire d'autres choses, qu'elle n'a plus le temps de faire. Et donc effectivement, il y a un déséquilibre. Donc renoncer à être la maîtresse parfaite, je pense que ça, c'est super important. Et je préfère, moi, arriver en classe le matin, reposer, avec mes batteries rechargées parce que j'ai passé un super dîner avec des copines ou que j'ai passé 1 heure au téléphone avec quelqu'un que j'adore, quitte à avoir moins travaillé, plutôt que d'avoir préparé une séance comme ça, mais avoir des cernes jusqu'ici. Je suis personnellement beaucoup plus efficace quand je suis en forme physique et mentale, plutôt que quand je travaille beaucoup trop. Comment être sûr qu'on fait bien? En tant que prof, j'imagine, est-ce qu'on fait bien son métier? Ben, je pense que le meilleur baromètre, c'est l'ambiance de classe. Est-ce que les enfants ont le sourire le matin? Est-ce qu'ils sont contents d'être là? Est-ce qu'ils vous le disent? Moi, les enfants qui me disent « c'est quand la récré ?»
Maîtresse, j'en ai marre, pourquoi on va pas en gym? Je veux rentrer à la maison. Bon, ben c'est qu'il y a probablement quelque chose que je fais pas super bien ce jour-là. Est-ce qu'on fait bien? J'en sais rien. Est-ce que je fais bien? Je sais pas. Mais plutôt, est-ce que mes élèves sont contents de revenir à l'école le lendemain? Ça, je peux le savoir. Donc, ça va plutôt être ça, ma réponse. Dans tous les cas, je pense que de faire bien, c'est très bien. On n'est pas obligé de faire super bien pour faire bien. Vous voyez ce que je veux dire? Faire bien, c'est bien. Non, c'est pas très clair, mais je vais dire un truc incroyable, mais je pense qu'en fait, la plupart des enfants, j'allais dire, ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre. Mais il faut que je développe. Faire très bien, c'est pas soit se mettre très bien en scène, avoir les mots justes, bien enseigner. Faire très bien, c'est d'apporter aux enfants le matériel et la sécurité affective dont ils ont besoin pour apprendre d'eux-mêmes. Ça, j'en suis convaincue. Moi, je suis là pour offrir un cadre sécurisant. Je parle de la maternelle, là, essentiellement. Je mets à disposition des exercices, du travail riche de sens, dont les enfants vont se saisir. Mais ensuite, est-ce que je fais bien? Ben, je pense que je fais bien quand j'arrive à me mettre en retrait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je sais pas si je suis claire. Qu'en vrai, je sais pas si je fais bien. Mais en tout cas, je sais quand un enfant est concentré et intéressé, je le vois. Les enfants qui sont heureux au travail, qui sont en train d'apprendre, ils vous dérangent pas, ils font pas de chahut, ils se chamaillent pas entre eux, ils sont juste à leur activité. Donc généralement, quand je fais bien, c'est quand je peux même m'éclipser physiquement de la classe ou préparer autre chose et que personne me sollicite. Donc c'est étonnant de dire ça. Je fais bien quand je suis pas là. À méditer. Alors, comment on fait quand la maîtresse de son enfant n'a pas le sourire? Donc là, je vais répondre à un parent d'élève. C'est une bonne question. Et évidemment, j'ai pas la réponse. Mais comment moi je ferais si j'étais face à quelqu'un qui n'a pas le sourire? Déjà, première chose, ne pas prendre personnellement le fait que quelqu'un ne nous sourit pas. Cette personne a peut-être un milliard de raisons de ne pas sourire. C'est peut-être quelqu'un de très introverti, c'est peut-être quelqu'un de très mal à l'aise avec les adultes, c'est peut-être quelqu'un qui vient de subir je ne sais quoi. On peut supposer un milliard de raisons. Et donc je dirais, première chose à faire, c'est de ne pas prendre la chose personnellement. Et ça, c'est une philosophie de vie qui est super difficile à adopter, mais qui me paraît essentielle. Parce qu'on a toutes les chances de se tromper. Donc si la personne ne sourit pas, je le prends pas pour moi. En revanche, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de changer ça? Qu'est-ce que je fais tous les jours, moi, à cette personne? Est-ce que j'ai renoncé à lui dire bonjour? Est-ce que je lui dis bonjour avec un petit ton un petit peu agacé de bon, ben, bonjour, hein, et puis bonne journée surtout. En mode, bon, bah, vous ne me calculez pas, mais sachez que j'aimerais que vous sachiez que je sais que vous ne me calculiez pas. Vous voyez, parfois on fait ce genre de choses. Du coup, ce qu'on peut faire quand la personne en face n'a pas les réactions qu'on aimerait qu'elle ait, c'est de changer quelque chose soi. Ben, peut-être que la prochaine fois, vous allez lui chanter un bonjour. Peut-être que vous allez lui faire un énorme sourire. En tout cas, venez le cœur ouvert auprès de cette personne. Et là, je vais dire un truc incroyable, je ne sais pas si ça va passer, mais donnez-lui de l'amour. Quand on donne de l'amour, on en reçoit en retour. C'est pas, j'allais dire c'est mathématique. Je ne sais pas si c'est mathématique, mais en tout cas, moi je l'ai vécu. Et j'ai des milliards d'exemples là-dessus. Quand vous souriez à un inconnu du fond du cœur, c'est très rare que l'inconnu ne vous sourie pas en retour. Et c'est pareil avec les parents, c'est pareil avec les enfants, et c'est pareil avec les maîtresses de nos enfants. Si vous dites bonjour à quelqu'un et que dans le fond vous avez des reproches à lui faire, évidemment qu'elle ne va pas vous sourire, cette personne. Si vous lui souriez parce que vous avez envie qu'elle sente que vous lui envoyez de l'amour, vous allez voir, son regard il va changer. Sinon, un mot gentil, ça marche aussi. Et puis sinon, bah, vous savez quoi, la personne elle sourit pas, elle sourit pas. Après tout, est-ce que c'est si grave? Et puis je rajouterai une chose, c'est que peut-être moi je donne l'impression d'être très souriante, mais il y a des jours où je souris pas. En fait, on peut pas sourire à tout le monde tout le temps. Et c'est pas forcément que j'ai envie de transmettre un message négatif à la personne qui est en face, mais on n'est pas toujours tous au top. Donc je dirais qu'il faut laisser une seconde, troisième, quatrième chance à la personne. Comment est-ce que je gère les conflits entre élèves? J'adore cette question parce que c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui est au cœur de ma pédagogie. D'ailleurs, le week-end prochain, je passe le module 3 de ma formation en communication non violente. C'est vraiment mon dada, ce truc. On a vraiment un rôle à jouer, nous les adultes qui sommes entourés d'enfants, dans cette fameuse gestion de conflits. Et il y a une erreur qu'on commet, que j'ai souvent commise, c'est quand des enfants viennent nous voir pour nous dire « un tel m'a tapé, machin il a fait ci », on a souvent envie de désigner un coupable et de leur donner des solutions, voire de punir. Alors moi je fais plus rien de tout ça, parce qu'en fait ça ne marche pas. Première chose, les enfants qui viennent vous voir n'ont pas besoin que vous désigniez un coupable ou que vous trouviez une solution à leurs problèmes. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être entendus. Du coup, je vais servir de médiateur et je vais passer la parole à chacun. Je t'écoute et ensuite je vais t'écouter. Promis, après c'est ton tour. Je répète les faits. Il s'est passé ça, tu as ressenti ça, et ensuite je mets des mots sur les émotions. Et toi, tu me dis ceci, et toi tu as ressenti cela. Est-ce que tu as compris que cette insulte, ça lui a fait de la peine? Tu vois, c'était important pour lui ceci, et ça lui a fait peur. Les enfants seront à même de trouver eux-mêmes leurs solutions et résoudront leurs conflits si on les aide à communiquer. Résoudre un conflit, ce n'est pas punir sur une chaise et certainement pas dire à un enfant «
c'est méchant, c'est pas bien, et de porter un jugement sur ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, mais de l'accompagner pour qu'il entende ce que l'autre a ressenti, en parlant que des faits, sans émettre de jugement, sans poser d'étiquette sur le dos d'un enfant. Tu es violent, tu es méchant. Non. Le geste a été violent, mais l'enfant n'est pas méchant. Et ça, c'est super important aussi. Un enfant qu'on catégorise méchant, violent, fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour réaliser cette prophétie. Si on l'étiquette ceci, cela, il y a de grandes chances que son comportement soit le reflet de cette étiquette. Alors moi, j'ai 3 livres qui m'ont énormément servi en début de carrière, que je recommande absolument. Un livre de communication non violente de Marshall Rosenberg, à vrai dire n'importe lequel. Alors celui-ci il est en anglais, mais je vous recommande, les mots sont des fenêtres ou des murs. Ça parle de communication non violente et je trouve que c'est essentiel quand on a à gérer un groupe. Comment s'adresser aux autres, comment être connecté à ses propres émotions, comment pouvoir se connecter à l'autre et comment faire qu'on communique comme il faut. Ça permet d'éviter les conflits ou de les résoudre. Pour moi, ça devrait faire partie des programmes de l'éducation nationale, la communication non violente. Ensuite, cet ouvrage aussi, qui est très vieux, les 2 datent des années 80, Faber et Maslich, 2 femmes qui ont écrit « Comment parler aux enfants pour qu'ils écoutent, comment écouter les enfants pour qu'ils parlent ». C'est en bande dessinée, c'est super imagé. Et ça m'a énormément aidé avec mes propres enfants. Surtout si vous avez l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses, que personne ne vous écoute, que la communication passe mal. Ça, c'est ma 2e référence. Je recommande aussi les ouvrages d'Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute, et qui décrypte ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant quand il a par exemple des émotions très fortes. Pourquoi est-ce qu'un enfant se met en rage si on lui tend le verre bleu alors qu'il voulait le verre rouge? Ce genre de choses, ça permet vraiment aussi de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, et du coup ça donne des clés pour s'adresser à lui. Donc mes 3 ouvrages de référence, ce ne sont pas des ouvrages de pédagogie à proprement parler, mais des ouvrages qui permettent de rentrer en communication avec l'autre, pour vivre en harmonie avec tout le monde tout simplement. Ces livres sont pleins de bon sens, c'est pas toujours simple d'appliquer les conseils, mais une fois qu'on a mis le nez dedans, on ne peut pas revenir à nos vieux travers. Ce sont des livres qui donnent envie d'être une meilleure version de soi-même, qui apprennent l'ouverture et qui, moi, me font aimer encore plus l'être humain. Eh bien, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup à ceux qui m'ont écouté. C'était un exercice pas évident, mais ça m'a fait très plaisir de répondre à quelques-unes de vos questions. Désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et merci à tous pour vos commentaires que je prends énormément de plaisir à lire. À bientôt.